Merci d'accueillir le réalisateur Mehran Tamadon. Bonsoir. J'ai oublié d'appeler avant, parce qu'après, vous risquez de... Je crois pas. 2 mots avant, donc Zar est bien là, elle nous rejoindra tout à l'heure à l'issue de la projection. Et on est évidemment très très content de l'accueillir de nouveau. Il y a eu une espèce d'énigme, parce que quand elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour les Nuits de Machad, elle a cité Montreuil et Vincennes, et on s'est dit, mais pourquoi? Donc on a essayé d'enquêter pour savoir qui elle connaissait, pourquoi. Est-ce que par hasard elle venait au Méliès de temps en temps, tout ça. Donc quand on a pu la réinviter ensuite, on était évidemment très très fiers. Et on l'est ce soir de l'accueillir pour la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Ça nous paraît particulièrement important, notamment sur un film comme celui-ci qui parle du rapport à l'Iran. Et on pense évidemment à ces combattantes iraniennes qui sont un modèle international de cette lutte pour le droit des femmes dans le monde. Donc merci Zar de ton engagement permanent et du jeu que tu déploies à l'intérieur de ce film. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle est vraiment là quand même. Bon, et Mehran, c'est un de nos chouchous quand même. En fait, il ne le sait pas encore tout à fait, mais c'est vrai qu'il vient de me dire qu'il avait un souvenir de notre premier débat. Et effectivement, moi aussi, j'ai un souvenir formidable de ces 2 premiers longs métrages, c'est-à-dire Bassidji et Iranien, qui sont pour moi des films très importants, très impressionnants, de maîtrise, d'intelligence, de subtilité, de questionnement éthique. Et celui-là est au niveau des autres. Donc vous allez voir un grand film, qui est un film chouchou de l'équipe. On a essayé de l'avoir pour le festival du film de Montreuil à la rentrée. Et puis Mehran ne pouvait pas à ce moment-là, parce qu'il était demandé dans un festival international. Donc voilà, à la première occasion, on s'est dit, c'est pas grave, on va rattraper le temps perdu et le diffuser très en amont de la sortie, puisqu'il ne sort que le 8 mai. Mehran, du coup, je te donne la parole pour dire quelques mots avant la projection. Bonsoir, merci d'être là, merci de m'inviter ici. Vraiment, je suis très content, j'adore ce cinéma qui est en fait un Méliès, je pense, pour moi, enfin pour beaucoup de gens, c'est le meilleur cinéma. Pour ceux qui viennent ailleurs, c'est le meilleur cinéma de France, je pense. Oui. Mais c'est vrai parce qu'il leur arrive de programmer des choses jusqu'au matin. Jusqu'au matin, il y a du monde jusqu'au matin. Mais c'est vrai. J'ai déjà assisté à des séances à 4h du matin. On regarde derrière, il y a du monde. Quoi. Et Tu dis ça alors que là-bas, il y a la programmatrice, Marie Boudon, c'est toujours une bonne occasion de l'applaudir. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on a un peu l'impression d'être dans un festival à longueur d'année. C'est un peu l'idée. Et c'est bizarre parce que quand on dit que le cinéma ne marche plus en France, en fait, ceux qui le disent, ils ne font pas des articles sur Montreuil, ils le font sur ailleurs. On s'est fait engueuler une fois par Laurent Cantet qui a dit « Je comprends pas, moi, je viens au Méliès parce qu'il habite à Bagnolet. » Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps du monde. Et donc, du coup, j'arrête pas de dire à mes producteurs « Mais pourquoi vous dites que le cinéma est en déclin ?» C'est pas vrai. Hier, j'étais au film, il y a plein de monde. C'est-à-dire vous êtes une espèce de miroir aux alouettes. En fait, on croit qu'il y a encore plein de gens dans les salles, mais il y a plein de gens au Méliès. Et voilà, donc merci d'être là, merci pour Stéphane pour le débat, et merci à Zar, merci à Raphaël qui a produit le film. Raphaël Pilosio, vous pouvez l'applaudir, le producteur de Montreuil. L'homme de l'ombre là, parce qu'il ne veut pas montrer sa face. Et puis Guillaume Morel qui le distributeur de Survivance. Il y a 2 films. Donc il n'est pas de Montreuil, mais on peut l'applaudir quand même, le distributeur. Donc, on a dit, on a remercié. Il y a Laurent Madan qui a fait le son du film qui est dans la salle, qui a fait la prise de son. Il y a Simon Gendreau qui a fait le montage son aussi, qui est ici. Voilà. Merci à tout le monde et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure, bonne projection. Bonsoir. Et prochainement, Mehran Tamadon, il arrive. Il a disparu. Il a disparu. On va profiter de son absence 3 minutes.
Non, avant qu'il ne soit là pour te corriger, rectifier le tir, dire le contraire de ce que tu vas nous annoncer, je veux bien que tu nous annonces à quel moment il rentre en contact avec toi pour te proposer ce projet un peu fou. Bon, Mehran, il est un grand ami de longue date. Du coup, je connais son parcours de cinéaste, je suis tout son travail, tout ce dernières années. Tu veux lui en dire du bien de toi sans tort. Et alors, je pense que c'est mieux qu'il commence parce que... Ouais, déjà, tout à l'heure, je ne voulais pas présenter Zal parce que je trouvais que ça cassait un peu la surprise aussi On se connaît depuis longtemps. Du moment de l'interrogatoire. Et je voulais qu'on soit dans la surprise. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, quand je l'ai demandé à Zal, il y avait une question ou pas Tu es en train d'y répondre depuis. Comment tu lui as proposé ce rôle non, en fait, moi, au départ, je voulais vraiment faire ce casting et j'imaginais au tout début que la personne qui allait m'interroger, ce serait un homme. Donc, dans les hommes que j'ai fait venir, j'imaginais après Zal. Donc, je me suis dit, bon, des jeunes, des vieux, des gens qui ont subi des interrogatoires courtes, puis des personnes âgées, je ne pouvais pas leur demander ça. Ils allaient juste venir pour parler, comme l'a fait M. Harmony, un des personnages. Et puis, je voulais aussi qu'il y ait des artistes, donc j'ai aussi demandé à Zal pour cette raison. Et j'imaginais plusieurs types d'artistes, je pensais aussi après à des peintres, tout ça. Et c'est vrai que la seule personne, et j'avais demandé aussi à Zal, parce qu'elle avait vécu une histoire très douloureuse, mais je ne pensais pas que ce serait elle qui allait... Je ne pensais pas que ce serait toi qui allait pouvoir me déstabiliser. En fait, assez rapidement, il a réussi à faire ce que les hommes qui étaient venus avant n'ont pas réussi à faire. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à aller jusqu'au bout de l'expérience. Et voilà, bon, après, bon, je donne mon avis. Et puis toi, tu peux rectifier. C'est vrai que Zal, à l'époque, c'était avant le prix, donc le tournage, c'est avant le prix que tu as eu à Cannes. Je n'étais pas content. C'était même avant le tournage de ce film, oui, La Nuit de Mage. Je n'étais pas content, je me suis dit, ah zut, il a eu le prix, donc c'est mauvais pour mon film. et donc voilà, non mais voilà, donc... Non, alors c'est pas tout, parce que moi je veux savoir, et donc là César qui va raconter, comment... Du coup, moi j'étais au courant de ce projet, on avait déjà parlé de ce projet, mais il cherchait des gens qui ont vécu la même histoire, voilà, toutes ces interrogatoires, et je me souviens, une journée entière, on était assis dans le bar Barbès, faisant une liste des gens que lui pourrait inviter, en tout cas, mais il n'y avait pas moi dedans. Et un soir, Mehran m'appelle et il m'invite à participer dans cette expérience. Et je dis oui, pourquoi pas, avec plaisir. Et puis tout de suite, j'étais... En fait, le début, parce que j'aimerais bien quand même Je pense que comme en tant qu'une actrice, j'ai une grande chance de pouvoir utiliser mes traumas et peut-être les revivre pour les juste passer derrière moi. Et c'est pour ça que j'ai dit oui avec plaisir, mais puis après une semaine, 10 jours, quand on s'approchait au jour de tournage, j'ai commencé à être angoissée. Je me disais, je me détestais pour avoir accepté cette proposition. Et puis, en tout cas, mes sources, c'était moi. Je me suis dit, ok, je vais quand même rester sur ce que j'ai vécu. Et comme on sait tous que le gouvernement iranien, la première chose il commence à fuir dans ta vie, de trouver des
tes relations sexuelles, c'est tout ce que ça peut te déstabiliser en fait, le début de toutes ces histoires d'interrogatoire. Du coup, j'ai commencé par ça. Et une grande recherche sur la vie de Mehran, sa vie intime, quand il est parti en Iran la première fois. J'ai commencé à appeler tous ses amis en Iran. Et par hasard, je suis tombée sur pas mal de gens qui m'ont donné pas mal d'informations par hasard. Et il y avait aussi des amis qui étaient quand même complices. Ils savaient c'est quoi l'histoire. Et du coup, tout le monde connaît Mehran aussi, que son travail, c'est quand même provocatif. Et on avait envie quand même de l'aider à arriver à un résultat avec ce film aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me demande pourquoi tous ces amis-là, ils m'ont aidé quand même, ils m'ont donné des infos tellement intimes. Du coup, c'est comme ça que j'arrive avec une liste de questions pour déstabiliser Mehran, mais j'ai fini. Mais j'étais tellement angoissée, j'étais tellement énervée, en colère contre moi pour avoir accepté cette proposition, collaboration, et que j'arrive et que Laurent, il est là. Je parlais avec personne, j'avais pas d'envie même. Voilà, mais Mehran avait envie que je visite tout l'immeuble là, mais j'avais même pas envie de le visiter. J'étais genre, allez, on commence, vite. Mais j'ai fini mes questions dans une demi-heure. Et il était déjà choqué un peu, je voyais. Mais le fait qu'il rirait, il était tout le temps en train de... Je sais que parce qu'il était angoissé aussi, parce qu'il était choqué par mes informations un peu intimes. Mais il a commencé à m'énerver, et du coup je commençais à vraiment devenir cette personne et essayer de le déstabiliser plus en plus. Et c'est comme ça que le jeu commence, et à partir de ce moment-là, tout est vraiment improvisé. Et c'est là où je me déteste, et que je ne peux plus regarder ce film. Alors j'ai fait quand même un petit flashback. Mehran, tu lui avais demandé d'enquêter sur ta vie pour te poser des questions. C'était quoi la consigne? Et d'autre part, qu'est-ce qui existait comme support écrit? Parce que j'imagine, y compris vis-à-vis de Raphaël ou des financeurs potentiels cherchés par le producteur, il y a un moment, on écrit quand même un projet. Oui. Bah, moi, j'ai écrit ce film sur 2 ans. Au départ, bon, c'était un film... Je voulais que ce soit un film autocritique, un peu sur le rapport filmeur-filmé, ce que le réalisateur fait subir à ses personnages qui filment. Des fois, il triche, des fois, il transforme des gens réels en personnages. Et donc, des personnes, tu en fais des personnages, tu prends une réalité et tu racontes une histoire. Et c'est toujours douloureux lorsque tu es au montage, lorsque tu montres ton film, c'est toujours dur de montrer le film aux gens que tu as filmé, quoi. À chaque fois, tu te demandes si ça va passer. Je pense que je crois que tous les réalisateurs, ils ont ça en tête. Ils disent, bon, ok, je me suis un peu arrangé sur certaines choses. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Et puis au moment où ça passe, c'est-à-dire les personnages qui sont à côté dans la salle trouvent leur compte, t'es un peu soulagé. Tu te dis, ok. Et ce truc-là me rongeait pour tout un tas de raisons par rapport au film précédent qui était iranien, où je trouvais que je n'avais pas été complètement fair-play avec les mots-là. Même si tout le monde trouve, et tous mes amis, toute ma famille trouvent que j'ai été hyper fair-play avec eux, mais moi je sais que j'aurais pu l'être encore plus. Voilà. Donc du coup ce truc-là me rongeait de l'intérieur, et c'était une des questions. Et j'étais tellement dur avec moi-même, je trouvais que j'étais presque mon propre interrogateur, quoi. Je me disais, voilà, si je vais en Iran et que je suis à l'interrogatoire, ils vont me dire, mais en fait, je vais leur montrer que je suis capable de faire pire que ce que eux, ils voudraient faire de moi. Il y avait un peu cette idée-là, donc dans ce projet d'interrogatoire, il y avait un peu cette idée-là, quoi, de subir pire, de tenter de leur montrer quelque chose de pire. Et puis après, c'est vrai que mes films précédents, iraniens, Basiji, c'est des films qui ont quand même été critiqués quand même par une partie des Iraniens de la diaspora en tout cas.
Il y en a qui ont dit, attends, s'il filme des mots-là, c'est qu'il est payé par eux, c'est qu'il est de leur côté. Même des gens tout à fait, des scientifiques, c'est-à-dire des chercheurs du CNRS ou des chercheurs iraniens qui travaillent en France ont aussi dit des choses comme ça sur moi. Attends, s'il arrive à filmer des mots-là, c'est un peu louche. Il est un peu là pour, quelque part, pour leur donner du crédit, pour les légitimer aux yeux du public français. Et je trouvais, moi, durant toute cette période, que les Iraniens, ils étaient hyper malveillants. En tout cas, c'est une partie des Iraniens étaient hyper malveillants les uns envers les autres. Donc, je me disais, quelque part, on est nos propres interrogateurs. Comment est-ce que je peux raconter tout ça dans un film? Quelque part, cette violence qui est plantée dans nos têtes. Et je cherchais une forme où j'allais pouvoir superposer toutes ces choses. Donc, je ne savais pas que c'était un interrogatoire. Donc il y avait, à un moment donné, l'idée d'interrogatoire est venue. L'interrogatoire arrive à contenir à l'intérieur de lui-même plein de questions sur soi, sur la violence, le rapport filmeur-filmé que Zal exploite, mais à merveille. C'est-à-dire, et voilà, donc toutes ces questions-là qui sont soulevées étaient plus ou moins écrites d'autres façons. Mais c'est vrai que moi, je ne pensais pas, le jour où Zal est venu m'interroger, plein de moments où je me disais, ce film, il est impossible. À plein de moments. Je repoussais, c'est-à-dire, je l'ai écrit entre 2015 et 2017 ou 2018, et puis après, on a déposé au CNC l'interrogatoire, donc mon pire ennemi. On a obtenu les financements, et puis je ne tournais pas, je ne savais pas comment tourner ce truc-là. Je n'arrivais pas à trouver quelque part d'énergie, ou même oser, je n'osais pas aller voir des gens en leur disant, fais-moi subir un interrogatoire, c'est assez délicat. Dans un documentaire, ça aurait été en fiction. Ça aurait été facile. Mais en documentaire, comment demander un truc aussi dur? Je n'arrivais pas à le faire. Et donc voilà, donc j'ai repoussé, et puis c'est que, je crois, en 2020, après avoir procrastiné pendant 2 ans, que j'ai trouvé un peu, je me suis dit, bon, il faut au moins que je fasse un casting et tout ça. Et puis complètement par hasard, j'ai demandé à Zal de venir participer à ce casting. Comment? Parce que tu avais subi ça, et puis aussi parce que je me dis... Parce que tu savais déjà que j'ai subi ça. Oui. Mais je n'étais pas dans ta liste. Pourquoi La première fois. Hein? C'est la première fois que je te pose cette question. Après, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient sur cette liste-là, qu'après toi, j'ai annulé... Ils ont dit non. Non, j'ai annulé. Après toi, j'ai annulé plein de gens. Ah oui. Et donc, mais pourquoi tu n'avais pas pensé à elle spontanément? Parce que c'était une femme et que tu pensais que tu pouvais être... Voilà, moi, je suis dans un moustachu un peu costaud, baraqué, j'imaginais très politique, la situation, on fantasme toujours d'autres choses. Et le réel, il t'en met toujours ailleurs. Tu vois, même avec le film précédent, mais tous les films, en fait, le réalisateur, il imagine quelque chose, et finalement, s'il n'est pas trop idiot, au moment où il est face à la réalité, il accepte cette réalité. Donc la réalité était que Zal était fantastique, pardon, dans les deux sens du terme. Et donc, moi, c'est vrai que donc je disais, à plein de moments, je pensais que c'était un film impossible. Et au moment où elle a parlé de mon ex, je me suis dit, mais en fait, ce film, il est impossible. Parce que je ne vais pas compromettre d'autres gens, mais comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir avec ce film? Donc, au moment où elle a dit ça, je dis, bon, je ne peux pas ne pas le mettre dans le film, mais je ne peux pas le mettre dans le film. Ne pas le mettre dans le film, ça aurait été dommage, parce que c'est un moment où je suis ébranlé, mais le mettre dans le film, c'est aussi au risque de compromettre d'autres gens qui sont en Iran. Parce que c'est un film quand même qui dénonce, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Mais ça, cette espèce de ligne de crête sur laquelle je suis, où à chaque fois je me dis, mais ce film, tu peux pas le faire.
ce projet, il est tout le temps en permanence sur le point de se casser la gueule. Et dans l'escalier, je me dis exactement la même chose. Zal est l'appui à l'endroit pile poil, elle trouve l'endroit qui fait mal. Et puis moi, je me dis, ça va être un super film, mais en même temps, c'est horrible. Et pourquoi est-ce que je suis en train de le faire? J'avais toutes ces choses-là. En même temps que j'étais très fier de ce film, je me disais ça va être génial parce que j'étais complètement déstabilisé. En même temps, je regrettais de le faire. Je regrettais pour moi parce que je trouvais que j'étais quelque part une sale personne de faire ce film. En même temps. Mais en même temps que je trouvais que j'étais une sale personne, je trouvais que ça allait être un film génial. Tu vois. Donc, voilà. Donc, bon, il faut que j'arrête de parler. Et alors, attends, je prolonge quand même ma question initiale. Et donc, tu écris une partie des interrogatoires, des dialogues, ou comment vous imaginez? Oui. Non, il n'y a rien d'écrit. Rien d'écrit. On ne s'est même pas communiqué. D'accord. Non, On a pas parlé. Ton travail d'enquête, là, tu non, ne lui en je parles pense qu'à pas. partir d'un moment, c'était moi la réalisatrice. Et il y avait le chef-op, le son, tout, on était des Que tu fais par ailleurs, d'ailleurs. On cherchait quand même... voilà, juste comment déstabiliser Méran. Et moi, j'avais un bout juste pour qu'il rigole plus avec moi et pour qu'il accepte qu'il est en train de faire du mal à nous tous. Et je pense qu'au moment là, dans l'escalier, moi aussi j'étais blessée, mais je comprenais aussi que Méran aussi, finalement, il perd son pouvoir. Mais bon, il y a pas mal de moments qu'on ne voit pas dans le film. Je sais combien d'heures Il y a 25 heures, 30 heures d'interrogatoire non-stop, quasiment. Ça nous a duré 3 heures quand même. On filme une expérience. Donc, ce que j'ai écrit, tu dis qu'est-ce que tu as écrit? Moi, j'ai écrit une expérience. Voilà. J'ai écrit une expérience, on a déposé au CNC une expérience, et puis on a filmé cette expérience. Laurent Malan qui est là avec Patrick Frech, donc l'ingénieur du son et le chef opérateur qui est aujourd'hui en Suisse. Ils étaient complices avec Zal, et puis moi j'étais seul, on ne s'est pas parlé. Après, c'est intéressant, parce que c'est ça la question, à quel point tu peux être violent, et jusqu'où? Et ce que je me posais à partir d'un moment. Le début, bon, ok, j'étais énervée aussi, un peu angoissée, puis j'ai compris qu'il faut que je joue le jeu, et puis je me sens d'être tellement dans ce rôle que je commence à avoir peur même de moi-même. Après les nuits, Méran, il était enfermé dans cette maison, et moi je me demandais, on sortait tous, et Méran, il était là, et toute la nuit je ne pourrais plus dormir, et je me posais cette question, et demain, qu'est-ce que je fais demain? Et jusqu'où? Et c'est ça que c'est intéressant, en fait. Je pense qu'on filme ce film qui te montre jusqu'où tu veux, ce que je dis à la fin, et que c'est vrai, et ce que ça arrive à tous ces gens, tous ces dictateurs, tous ces interrogateurs, tout ça. C'est ça, tu peux aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite. Et j'espère qu'eux aussi, ils se posent des questions. Alors, puisque tu dis ça, tu avais réellement au départ l'intention d'aller en Iran, oui, pour le montrer et pour les confronter à cette réalité dont le film est un miroir déformé et montreuillois. Et finalement, c'est un peu les circonstances. Ça, c'est toujours ma question aussi. Ouais. Parce qu'il était sérieux. Moi, je sais l'histoire de ce film bien avant qu'on tourne. T'étais sérieux? Oui, moi je pensais. Il y en a, j'ai hésité. Enfin, donc là, il y a deux films. Donc les deux films, il y en a un, c'est celui-ci. C'est ça que je voulais faire au début. Et puis en fait, comme j'arrivais pas quelque part au départ à le tourner, ensuite à le monter, parce que c'est un film hyper dur à monter, parce qu'il frôle le narcissisme. Enfin, peut-être que ça l'est encore, mais en tout cas, on a essayé quelque part de gommer tout ce qu'il pouvait y avoir, et puis finalement que ça devienne, qu'on soit sur la question, qu'on reste sur la question, et qu'on soit aussi sur l'histoire de Zal, et pas uniquement sur le mien. Moi, je trouve que c'est plus un film, pour moi, sur Zal aussi, et beaucoup moins, pour moi, sur moi, quoi. Et donc, il fallait trouver l'équilibre pour ça, et puis aussi, toute la difficulté au montage, c'était que le spectateur ne pense pas qu'on est en train de rigoler avec une question sérieuse.
et qu'on est en train de, quelque part, de nous amuser, alors que finalement, c'est pas drôle. La torture, c'est quand même quelque chose, quoi. Et donc, à un moment donné, comme je n'arrivais pas à trouver la ligne pour ce film, j'ai dû faire l'autre qui s'appelle Là où Dieu n'est pas, qui va sortir une semaine après celui-ci au mois de mai, donc le 15 mai. Et donc c'est un film directement sur la torture, où je demande à des gens qui ont été torturés de raconter, avec dans une forme assez forte, j'ai l'impression, pour que le spectateur comprenne, ressente un peu ce qui s'est passé pour eux. Et donc, après avoir fait d'autres films, quelque part, on a trouvé avec Luc Forey la solution au montage pour ce film-là, quoi. D'autres films nous a permis de terminer. C'est comme si à un moment donné, il y avait quelque chose qui s'était retiré, il y a un poids qui s'était enlevé, où je pouvais enfin parler différemment de mon pire ennemi. Alors tu l'as trouvé, mais probablement en trichant un peu avec la chronologie du tournage, puisque en réalité ce qu'affirme le parcours du film, c'est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que progressivement on s'intéresse de plus en plus à Zar, et on va aboutir à son histoire réelle. Ouais. Et en fait, mon petit doigt m'a dit que cette conversation-là sur l'histoire réelle, qui est quand même une autre façon de franchir un palier émotionnel au film et au spectateur, en réalité, ça, si j'ai bien compris, c'est lié aux essais ou au casting, je ne sais pas comment tu l'appelles, en tout cas c'est au tout début du processus. Oui, alors là, c'est la cuisine, mais bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Zal est venu le premier jour, et ne nous a pas adressé la parole. Mais vraiment, le chef-op et l'ingé son, il dit, mais un peu désagréable quand même. Mais vraiment, elle se prend pour un futur prix d'interprétation féminine. Non, elle était hyper désagréable. Et puis, déjà, d'emblée, en visitant la maison, on était tous les trois assez déstabilisés, assez mal. Moi, j'étais assez. Et donc, ensuite, elle a fait son truc où il y a la douche, il y a toutes ces choses-là. Et puis, à la fin, elle révèle son histoire. Et là, je suis bouleversé. Et puis, donc, on se dit, il faut aller au bout de ça. Donc, c'est là qu'on reprend rendez-vous 2 mois après. Donc là, il fait hyper froid. On est au milieu on est début janvier, et puis on fait l'expérience. On fait l'expérience jusqu'au bout. Donc il y a une partie au début, et puis la fin de ce début se retrouve à la fin du film. Et voilà. Donc tu me demandais si je comptais partir en Iran. Voilà, donc du coup, j'ai fait mon propre interrogatoire. Moi, j'ai toujours ça en tête. Moi, je me dis, l'autre, on peut le toucher. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est complètement enfermé quelque part, derrière ses murs, derrière ses portes blindées, qu'on ne puisse pas toucher. Et je pense que il faut juste trouver la clé pour ouvrir ces portes blindées de l'autre, qu'ils soient interrogateurs ou... On envisage de t'envoyer à Moscou, d'ailleurs, il paraît. Mais souvent, enfin, dans 90% des cas, on ne trouve pas la clé pour ouvrir cette porte. Mais il n'empêche que la clé existe. Et moi, à chaque fois, c'est la question que je me pose. Quand j'étais en Iran avec les Basiji, les Mollahs, ou avec les interrogateurs. Ce qui est compliqué avec les torsions et les interrogateurs, c'est que tu ne peux pas leur parler directement, parce que si tu vas leur parler, tout de suite... Et donc, ce film, quelque part, c'était quelque chose... Tu leur donnes quelque chose, ils ont le temps de prendre du recul, et après, tu leur parles. C'est comme ça que je l'imaginais, tu vois. Après, ça devient possible. Voilà, ça, c'est peut-être ma naïveté. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne, quoi. On est tous différents. Ça part peut-être plus de moi que de eux. Tu vois, peut-être que eux, ils bougeraient pas. Et celui qui pense qu'ils vont pas bouger, ça part aussi de lui. Tu vois. Bon, en tout cas, moi, je suis comme ça. Je le pense dans tous les cas. Aujourd'hui, en Israël, je pense la même chose sur l'Israël, ou bien l'extrême droite ici en France. Mais j'ai toujours la même question en tête, quoi. Et ça m'intéresse pas, même si c'est vrai que ce film-là, il est plus sur les victimes là où il n'y en a pas aussi. Moi, ça ne m'a jamais intéressé de ne parler qu'à des gens qui étaient politiquement du même côté que moi. Je trouve que c'est trop facile d'aller voir des gens qui sont de ton côté et de montrer à des gens qui sont de ton côté. Tu vois. Et voilà. Et ça passe par un geste très fort qui n'est pas sans antécédent dans l'histoire du cinéma. Et moi, je pense à 2-3 films récents.
c'est de se dire qu'en fait, le lieu où on tourne n'est peut-être pas si important que ça. Qu'en fait, les geôles iraniennes peuvent être figurées à l'intérieur d'une chambre avec un papier d'enfant à Montreuil, et qu'en fait, on va malgré tout voir les couches successives, celles du temps présent du tournage, mais aussi celles du temps passé qui renvoient à ce qu'a vécu l'interrogateur. Et du coup, pour moi, je ne sais pas si tu connais ce film de Ray Andoni qui s'appelle Ghost Hunting, qui consistait à reconstituer pour le coup les questions de la torture et des interrogatoires. Mais je pense aussi vraiment fortement à un grand cinéaste iranien qui lui aussi a connu des démêlés plus que judiciaires, c'est-à-dire Jafar Panahi. Parce que ceci n'est pas un film, et c'est pour ça que je trouve ça étonnant de reconstituer un dispositif. C'est un film, je ne sais pas si tu as vu ce film-là, et comme tu le cites, il y a une phrase du dialogue qui est « mais c'est pas un film ». J'y pense d'autant plus. C'est un film où il n'a pas le droit de sortir de chez lui pour faire un film, donc il fait dans sa maison, et dans sa maison, il reconstitue les pièces, et puis finalement, c'est aussi bien, et le film est extraordinaire. Et on y pense d'autant plus que dans les films de Panahi, il y a un autre film qui s'appelle Le Miroir, pas sorti en France, mais dans lequel, à un moment, la gamine s'arrête de jouer et dit « je veux pas jouer ça, ce rôle c'est n'importe quoi, je m'en vais », et elle quitte le tournage dans une façon assez proche de ce que tu fais toi dans le film, et pour le coup très iranienne dans les jeux de mise en abîme, c'est-à-dire le fait de jouer sur les strates entre le personnage, l'actrice, le vécu personnel de l'actrice. Donc je ne sais pas dans quelle mesure vous aviez parlé, vous, de cette façon extraordinairement subtile et très très riche de jouer avec ces strates-là, pour, au-delà même du politique, interroger effectivement le pouvoir du cinéma, qui fait aussi clairement partie des sujets du film. Je pense qu'on n'avait pas de tout parlé. On n'avait pas. À un moment donné, elle me dit, lorsqu'on discutait chez moi, elle me dit mais ton film pose quand même des questions sur ce que tu arrives à. Le cinéaste qui se permet, j'ai dit tu m'en dis pas plus. Tout le risque dans ce type de film, c'est que le réalisateur ne soit pas ébranlé. Ouais. Tu vois. Moi, le jour où j'ai été ébranlé par des mots là dans mon film précédent, je me suis dit, putain, le film, ça y est, il est là. Tu vois, j'ai pas de réponse. Donc le film est là. Et donc, avec Zar, c'était la même chose. Tu vois. Et donc, tu peux pas jouer. Non, après, je suis pas comédien. Je dis, moi, c'était même pas, pour moi, c'était pas un jeu. Je pense que j'étais tellement dedans. J'ai jamais pensé au film de Panahi, pas du tout. J'avais pas de référence. Je pense que ma référence c'était moi-même, et ce que j'ai subi et ce que j'ai vécu. Non, c'est intéressant parce qu'il y a des moments peut-être même pas, j'ai même pas pensé pendant le tournage, mais après quand j'ai vu le film, je me dis c'est pas moi, c'est mon double, c'est quelqu'un d'autre. Je suis vraiment sortie de moi, je suis dans un rôle. Et c'est ça qui fait peur parce que rien n'était écrit, rien n'était. Mon plan, c'était vraiment ce plan-là, même si on s'est arrêté cette journée-là et qu'on se dit ok, on revient dans 2 mois. On a un peu parlé, mais on se dit dès le début qu'on n'en part pas, il n'y a pas de plan. Moi, je fais tout ce que je veux, et Mehran, il fait tout ce qu'il veut. C'était vraiment spontané. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait peur. Rien n'a été écrit, rien n'était... Et tu avais prévu de le déstabiliser, y compris en le chargeant sur les autres Non, pas films. du tout. J'étais énervée parce que j'arrivais pas. Non, pas du tout. Non, il y a toute une nuit que Mehran, cette scène, c'est pas dans le film, mais... C'est hyper intéressant au moins à raconter parce qu'on lui a enfermé dans une toilette. Moi, j'avais plus d'idées. J'avais essayé l'école des enfants. Après ce jour-là, je me dis, oh merde, si il me dit que, ok, on y va. Est-ce que je vais assumer? Qu'est-ce que je fais? Non, mais c'était vraiment compliqué. Et puis le soir, c'était le soir même, quand on lui enferme dans une toilette. Cette toilette-là, hyper froid. Après, je savais que c'est dangereux. Je prends un risque quand même, Mehran aussi. Du coup, j'avais quand même... il y avait tout un truc pour que Mehran, s'il sort, je pourrais comprendre demain matin, le lendemain, je pourrais voir que Mehran, il est sorti. Je lui ai dit que si tu ouvres la porte là, ça va faire tomber des choses et je vais le voir.
Donc à toi, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas quelque chose dans le jeu, tu ne sors pas. Tu restes là. Et j'avais mis juste un petit peu de l'eau et un petit, je sais pas, de pain sec. Et une radio entre les chaînes, genre toute la nuit. Énervant. Et on est sorti. Et je suis allée rester chez une copine. Je pourrais plus En fait, j'étais hyper angoissée et inquiète. Et je rentre à 5 heures du matin et Mehran, il est toujours dans cet espace de toilette. Il n'est pas sorti, mais il était gelé. Et là, il rigolait plus. Il était tout blanc et froid. Et c'est là où il va dans la chambre en haut. Et c'est là où on voit dans le film que j'ouvre la porte et il est complètement quelqu'un d'autre. C'était vraiment un jeu, peut-être on peut dire, que dangereux à un moment. Et moi, je dis, ok, je suis une actrice, je sais comment tout ça, c'est mes outils aussi. Je peux les utiliser, je joue avec. Mais c'est pour ça aussi que je me suis arrêtée, parce que je me suis dit, non, mais ça peut même devenir hyper physique. Moi, je ne l'ai pas mis dans le film parce que je ne voulais pas qu'on se focalise sur ce que moi je subis, parce que ça aurait été un peu, à nouveau, mettre en gras ce qui, au bout du compte, vu le contexte, vu ce que les gens subissent vraiment en Iran, n'est rien. À partir du moment où toi-même, tes personnages de tes films, il faut être hyper attentif à ce que les spectateurs ne disent pas, ok, c'est vraiment le mec, il se prend pour un héros, il veut montrer que... Et je pense que la question du film, en fait, on a changé la question. Et là, tout cet escalier, tout ce que je pose comme question, c'était ma question des années envers Mehran comme cinéaste. Je joue pas, c'est mes critiques. Je pensais pas qu'on peut faire un dialogue avec les Basiji, avec les mullahs en Iran. J'étais 100% sûre. Mais après avoir vécu cette expérience, là, aujourd'hui, je me pose cette question. Est-ce qu'on peut faire ce dialogue? Parce que si eux aussi, ils vivent ce que j'ai vécu pendant ce tournage, je pense qu'il y a un moment que tu deviens déstabilisé, tu te poses des questions. Et c'est là où on peut quand même en parler. Et peut-être que ça change, peut-être pas. Mais... Ah, ça change pour toi potentiellement, pour eux, mais aussi pour Mehran, parce que Mehran, dans le dossier de presse, dit, mais en fait, si je faisais le film aujourd'hui, il serait sans doute très très différent, parce que la situation politique en Iran a beaucoup évolué. Et depuis que j'ai fait le film, j'ai parfois du mal à imaginer qu'on puisse dialoguer avec l'ennemi. Et il m'est arrivé de me demander si c'était pas plus important carrément de prendre les armes. Enfin, tu dis ça dans le dossier de presse. Non, en fait, le truc, c'est que moi, je filme le présent. Le présent, il est en permanence en train de changer. Et c'est vrai qu'on est pris par des choses de l'actualité qui fait qu'à un moment donné, tu te regardes en écriture. Après, quand tu tournes ou que tu es au montage, tu te dis, mais pourquoi je pense un truc pareil? Parce qu'il s'est passé tellement de choses entre-temps. Donc, imagine qu'entre le montage et puis la toute fin avant de vous montrer le film en festival à Berlin, il y a eu le mouvement Fin Vie Liberté. Et puis moi, je suis en train de dire, oui, c'est possible de... Et puis, je ne me supporte pas à penser ça et à dire ça. Donc, moi, j'ai toujours été en décalage avec moi-même. Donc, au moment de l'écriture, au moment du tournage, montage, et puis ensuite, après. C'est pour ça que j'ai toujours fait des débats, je ne me suis jamais ennuyé, je ne pense jamais la même chose de mes films. Je me laisse assez facilement déstabiliser dans le film, mais aussi en réalité. Et donc pour dire que, oui, au moment où je donnais cette interview pour le dossier de presse, j'étais peut-être très pris par ça, quoi. Mais au bout du compte, je pense la même chose. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il est possible de trouver un fil, quoi. Alors, moi, là, cette fois, disons, je le fabrique par le cinéma, mais je suis sûr qu'ils vont voir le film, parce que les films, il n'y a pas de films qui leur sont adressés. Ce film-là, ces deux films, donc Là où Dieu n'est pas et Mon pire ennemi, sont adressés aux interrogateurs. Le public voit un film qui leur est adressé. C'était aussi ça la particularité de ce film, c'est-à-dire mettre en abîme l'œil, le regard de l'interrogateur pour le public. C'est-à-dire le public se dit, ok, lui, il va le voir aussi.
Et c'était à chaque fois ça, c'était aussi l'enjeu, tous les enjeux, c'était... Il y avait ça aussi parmi tous les enjeux. Et voilà, mais... Sachant qu'il y a un petit, on va passer la parole à ça, il y a un petit mouvement de chiasme quand même, parce que une des toutes dernières questions, c'est est-ce que le tortionnaire, c'est pas toi, y compris en utilisant le passé de Zar. Et au tout début du film, une des questions, c'est en fait, les hommes de cinéma, c'est eux aussi, puisqu'ils suivent des scénarios, ils inventent des histoires pour pouvoir faire pression sur l'autre. Donc en fait, ils sont d'une certaine façon aussi des gens de cinéma, et tu es aussi d'une certaine façon dans le rapport au pouvoir du metteur en scène, potentiellement. Ce qu'on se pose aujourd'hui comme question. Oui, très fortement. C'est important la place du cinéaste. C'est l'autre résonance d'actualité. Jusqu'au bout. Ouais. Oui, moi j'ai complètement. On n'a pas fait un débat la semaine dernière. Bon, c'est vrai qu'après, peut-être qu'il y a des gens qui sont frustrés. On va leur donner la parole. Mais on a fait un débat la semaine dernière et je me disais quand même ce film-là pose la même question que l'histoire de Judith Godrèche avec Benoît Jacot, c'est-à-dire le pouvoir du cinéaste, ce qu'il demande à son actrice. Alors au départ, Zar était censée être juste une protagoniste de documentaire, mais finalement c'est devenu une actrice qui prend une place hallucinante, mais jusqu'au bout. Et finalement, moi je reste encore... quelque part, celui qui l'a fait souffrir, à la toute fin, ce qui m'a moins surpris. Et je pense qu'un personnage de documentaire, il ne se poserait jamais cette question. C'est une actrice de fiction qui dit, à la fin, est-ce que tu es d'accord qu'on coupe? Parce qu'elle pourrait dire, tu m'as fait chier, on coupe. Je pense que quelqu'un qui vient du documentaire dirait un truc comme ça. Il ne se priverait pas de dire, je m'en vais. Tu vois? Mais c'est qu'à partir du moment où tu es dans la position de l'acteur ou de l'actrice, tu es un peu à la merci, au service du réalisateur, qui fait que tu ne dis pas la même chose, quoi. Voilà. Et le temps de monter, pour passer la parole, tu dis, toi, que le film, c'est aussi l'histoire d'une certaine façon d'un dialogue entre le documentaire et la fiction, en disant que toi, tu incarnes quand même le documentaire dans le film et que tu fais venir Zar comme représentante de la fiction, Oui. Mais que finalement, le mouvement du film, c'est de la faire tendre vers le documentaire, qui est la révélation de la façon dont elle a utilisé sa propre histoire pour façonner la fiction. Moi, je considère que je suis dans le documentaire, elle dans la fiction, et qu'à un moment donné, elle rentre dans le documentaire pour me choper, quelque part, elle rentre dans le réel pour me coincer. Théoriquement, j'ai l'impression que c'est ça. Monsieur. Oui, bravo pour votre film d'abord, mais il y a quelque chose qui m'échappe dans votre projet, c'est... Vous dites finalement que votre film, c'est une clé peut-être qui pourrait permettre de changer le rapport d'un bourreau à la torture et qui revienne dans le bon sentiment, très beau projet. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous trouvez la serrure en fait. Comment vous faites pour que ce film ou ces films que vous avez fait arrivent jusqu'à lui? Le film, il va arriver parce que maintenant avec les liens Vimeo. Oui, mais est-ce qu'ils vont le voir? Pourquoi ils ne le verraient pas si je suis bourreau, est-ce que je vais voir un film qui montre des bourreaux? Je ne suis pas sûr, je vais plutôt voir Peter Pan. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est des films qui sont où dedans ils sont un peu très vus, très critiqués, et puis les Mola ou les Basiji que j'avais filmés dans le passé, le film a quand même circulé dans leur milieu pour qu'ils se sont vus quand même à travers le film. Donc, après, je ne peux pas savoir. Moi, je fais ce que moi je peux faire. Vous voyez, on fait ce qu'on peut faire. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est pas grand-chose au bout du compte. C'est très peu. Mais au bout du compte, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, je pense à ça. Mais donc, voilà, donc, je fais le minimum que je peux. Madame. Bonsoir et merci. Moi, j'ai une question. Votre film, au départ, démarre avec plusieurs relations interrogатeurs-interrogés. On voit un interrogateur extrêmement impressionnant, un monsieur assez costaud, barbu. Et moi, je m'attendais à ce que ça dérive vers de la violence physique avec un personnage pareil qui fait peur. Et ensuite, on ne le revoit plus. Et ensuite, on vous voit Zar, interrogatrice, toute menue, toute frais, épouvantablement pire que ce bourreau dont on attend une violence physique. Alors, comment êtes-vous
vous avez pas choisi, vous venez de dire que vous avez choisi votre sujet, votre actrice, mais comme il n'y a pas de liaison du tout entre ce personnage masculin terrifiant et... Qui est sur les dessins, c'est ça? Pardon? Qui est sur les dessins au début? Ou celui qui m'a... Ah oui. Comme un prologue, en fait. Disons, il ne pouvait pas y avoir de violence physique, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est, vous savez, dans le documentaire, s'il y a une violence physique, l'équipe s'arrête de tourner, puis c'est impossible. Et puis le public s'en va aussi, parce qu'on se dit, bon, vous voyez, il y a des choses qu'en documentaire, on ne peut pas montrer, on ne peut pas faire. Et donc, on est toujours à la limite de ce qui est possible de dire, de raconter, de montrer. Et cette limite-là, il faut la trouver, quoi. Et Zar, elle flirte avec cette limite en permanence. Elle se dit jusqu'où est-ce que je peux aller pour moi, mais jusqu'où est-ce que je peux aller dans le film. Et voilà, donc c'est toute cette question-là qui est dure à trouver. Et cette violence, en documentaire, ne peut jamais être physique. Oui, c'est la fausse piste dans laquelle vous nous envoyez au début. Oui. Vous êtes parti dans cette fausse piste-là, mais peut-être pas d'autres. Hein. Non, mais j'ai aucun document sur ce que j'allais voir ce soir, si ce n'est moi l'Iran que j'ai connu du temps de la Savate. Donc je retrouve certaines choses. Monsieur. Bonsoir. Je ne comprends pas parler très bien français. Je dois parler persan. Devant le micro quand même, c'est aussi déjà. D'accord. Le monsieur, il est un des grands metteurs en scène d'Iran, voilà. prof. من تشکر میکنم هم از آقای تمدن هم از شما خانم زهرا. Il sait à quel point est-ce qu'il a souffert dans le passé jusqu'à arriver à cette situation exceptionnelle où elle arrive à interpréter ce rôle. Est-ce que je considère que quelqu'un qui arrive à interpréter ce rôle doit être quelqu'un qui a vraiment subi ça ou bien non? Ciao, Bena. Comme tu veux, mais tu n'es pas obligé de répondre. Non, donc il me demande est-ce que je considère que n'importe quelle personne qui vient interpréter ce rôle devrait avoir subi ça ou vécu ça pour pouvoir le faire. Moi je dis non, il ne faut pas forcément qu'il ait subi ou vécu. Là on est dans un documentaire, la question est aussi de savoir qu'est-ce qui est quelque part cette violence qu'on a subie dans le passé, en quoi quelque part elle nous habite. Et c'est vrai qu'elle habite tous les Iraniens, mais elle habite encore plus ou différemment ceux qui ont subi cette torture-là, quoi. Et donc, et puis aussi, pour qu'on ne soit pas que dans une pure fiction, où quelqu'un vient interpréter un rôle, et je pense que si Zar, ce n'était pas son histoire, si ce n'était pas son passé, dans cette salle, on n'aurait pas été touché et ému de la même manière, quoi. Et le réel, c'est vrai qu'il nous emporte quand même de manière beaucoup plus puissante que la fiction, grâce à ça. Parce que ce qu'on voit, en fait, il faut arriver à cette réalité. Ce qu'on voit c'est vraiment passé. Et donc c'est ça qu'il faut construire. Et c'est ça, pour moi, c'est la force du documentaire. C'est ce qui m'intéresse. Toi, tu veux rajouter quelque chose ou... Il dit parce que s'il faut que la personne ait vraiment vécu ça, il n'y a pas beaucoup de comédiens qui pourraient faire de rôle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens qui ont vécu des choses particulières pour pouvoir jouer leur propre rôle. C'est pas une question vraiment, enfin peut-être c'en est une, je sais pas. C'est une impression très très forte et qui en plus s'affirme d'autant plus que je viens d'entendre ce monsieur. L'impression était la suivante, c'est que je ne crois pas effectivement qu'il faille, quand on est comédien, vivre les choses épouvantables que l'on joue, ou les avoir vécues plutôt. En revanche, je pense qu'à travers votre film, la question que je me pose, c'est est-ce que parmi nous tous, à part les pervers, parce que la perversion, ça implique le déni de la réalité. Et les gens qui dénient la réalité, pas seulement qui ont quelques traits pervers, mais qui sont vraiment dans la perversion, pour moi, par définition, je pense qu'ils ne peuvent pas se reconnaître dans le bourreau. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle je pense que
mais ça, c'est une impression, encore une fois. Je pense que votre objectif au départ, qui était d'aller leur montrer ça, me paraît être un peu naïf. Ah ouais. Je trouve ça très beau, parce que je suis aussi très naïf. Ouais. J'apprécie beaucoup la naïveté, mais je pense que ça n'est pas très réaliste. En revanche, ce qui me paraît très fort dans ce film, c'est que pour les gens qui ne sont pas des pervers, mais qui sont des névrosés lambda, que nous sommes tous, c'est extrêmement intéressant de voir le trajet de Zar dans ce film. Parce qu'on se reconnaît et on se dit, mais en fait, chacun de nous, si on le plonge dans une situation particulière, peut devenir ce tortionnaire. Et ça c'est très important aujourd'hui de s'en rendre compte tous autant qu'on est. Voilà, c'est tout ce que... Merci. Mais, alors... Je suis d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi, je peux dire quelque chose parce que comme je connais un peu le travail de Mehran, je pense que c'est justement ce que moi je vois dans les films de Mehran et prend son naïveté au bénéfice du cinéma. Et c'est exactement ça, parce qu'il n'y a pas de besoin que tout le monde vive cette vie pour qu'on puisse faire un film à base de cette histoire. On peut imaginer comment. C'est ça qui est intéressant. Il n'y avait pas vraiment besoin que moi je venir sur ce plateau en ayant cette expérience. Je pourrais imaginer. Mais ça, ce n'est pas le cas seulement un acteur. Vous tous, vous pouvez aller tellement loin et c'est ça qui fait peur, à mon avis. Mais bah, il faut commencer par quelque part, je pense. Ça a commencé comme ça pour toi. Après, c'est vrai que juste pour rebondir, mais moi je suis, j'ai un peu un désir de relation, de société dans mes films précédents aussi. Et je le confronte dans le film à la réalité. La réalité m'embarque ailleurs parce que finalement, Zal, elle me raconte autre chose, elle me dit autre chose, et les gens que j'ai filmés me disent autre chose. Et puis je me retrouve souvent face à mon impossibilité, donc ou quelque part au frein que pose la société au projet que j'ai un peu en tête. Et donc, voilà, ce que je fais, au bout du compte, c'est que je soulève des questions. Moi, je soulève des questions et mes réponses sont toutes mauvaises. Mais en tout cas, les questions sont bonnes, sont intéressantes. Et juste une petite chose sur la question du pervers. Alors ici, je parle sur le contrôle de plein de psys. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle. C'est des amis, psychiatres, psychologues. Alors, les pervers, comme tout le monde, parce que j'ai beaucoup discuté avec une dame qui a travaillé sur les tortionnaires. Est-ce qu'il est possible de toucher la conscience du tortionnaire? Donc c'était la question que je lui avais posée. Et elle disait les tortionnaires ont à peu près la même structure psychologique que les tortionnaires et les pervers ont la même structure psychologique. D'abord parce qu'ils ont un public, ensuite parce qu'ils clivent, je suppose, et donc ils sont tout à fait normaux dans la vie, et puis ils sont différents lorsqu'ils se retrouvent dans la salle de torture ou lorsqu'ils cherchent leur public pour les tuer, tout ça. Et donc elle avait rencontré quelqu'un qui avait été tué par un pervers, et cette personne-là, cette femme-là, avait réussi à trouver la clé de ce pervers, de cet homme qui était un serial killer, quoi. Et donc la clé qu'elle avait trouvée, c'était au bout du compte, elle avait mis le doigt sur l'enfant qu'il y avait chez ce mec-là, quoi. C'était une éduque qui avait réussi à faire ça. Mais moi, je pense, au bout du compte, une autre chose, je pense que le lien sauve. En fait, moi, ce qui m'a sauvé en Iran, quand j'étais en relation avec les Basiji, avec les Mollahs, quand je suis les interrogatoires, à chaque fois, ce qui me sauvait, c'était le lien que j'arrivais à tisser avec eux. Et je me disais, voilà, donc si je me retrouve en situation d'interrogatoire, il faut arriver à tisser ce lien-là. Et le lien, c'est compliqué lorsque tu as les yeux bandés, parce que les liens, une partie du lien passe par les yeux. Après, l'autre partie, c'est que l'autre, il pose un mur. Il dit, moi, je suis un mur. Tu ne peux pas avoir de lien avec moi. C'est ce qu'il te dit. Il faut juste avoir en tête, et je pense que quand il dit ça, il raconte des conneries, il raconte des salades. C'est pas vrai que c'est un mur.
Et voilà, donc c'est ce truc-là qu'il faut arriver à trouver. Et puis voilà, je me suis dit, la première étape, c'est le film. Après, la deuxième, c'est y aller pour le faire. Mais ensuite, dans les balances, de pour, des contre, tout ça, et aussi pour tout un tas de raisons différentes, parce que j'allais encore les coincer si j'allais partir en Iran, et je devais encore tricher les critiques que Zahar me faisait, allaient encore être redondées, je ne supportais plus ça. Donc bon, pour tout un tas de raisons, j'ai renoncé au projet d'y aller. Bonsoir. Je voudrais parler de la scène de l'escalier. On remarque que la caméra démarre à côté de Zahar en haut, et puis finalement on la retrouve en bas à côté de vous quand vous montez et descendez. Puis elle finit par remonter cette caméra. Personnellement, ça m'a donné une impression de fiction avec ce chant contre chant. Et j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que le chef opérateur avait une consigne, puisqu'on sent que tout est improvisé, effectivement, que vous n'allez plus pouvoir lui donner de direction. Donc, est-ce qu'il avait des consignes en amont? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'au montage, vous avez été, disons, conscient et peut-être même heureux de cette impression de fiction? Je fais le rapport avec le film dont parlait le présentateur, le film de Jafar Panahi, Le Miroir, où dans le cinéma iranien, ce flou, fiction et documentaire, est-ce que votre de laisser ce flou, est-ce que c'était votre souhait? Disons, ça marche moins bien que moi, chef. La scène de l'escalier, en fait, Zahar me fait monter et descendre pendant environ 2h30, 3h. Et donc, au bout de 2h30, 3h, je crois qu'au bout d'1h30, même le chef opérateur, il s'emmerde, quoi. Il dit, il faut absolument que j'aille au milieu, donc il se faufile, et puis l'image est pourrie à cet endroit-là, il se met au milieu, et puis on continue à filmer, mais comme dans un interrogatoire, Zahar le sait mieux que tout le monde, on répète tout le temps les mêmes questions, donc on retombe sur nos pattes au montage, parce que c'est tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes questions qui sont soulevées, quoi. C'est pour ça qu'il y a cette impression un peu de fiction qu'il y a un chant contre chant. C'est pas un chant contre chant. Peut-être qu'au montage, on aurait dû montrer que le chef se déplace, mais en tout cas, on n'a pas pris ce parti-là. Peut-être qu'on aurait perdu quelque chose en montrant. Voilà, en tout cas, c'est. Ensuite, sur le documentaire et la fiction, moi, je considère que je suis dans le documentaire. Moi, je fais des documentaires. Pourquoi? Pour moi, la vraie différence entre le documentaire et la fiction, c'est la caméra. C'est-à-dire que tout le public ici s'est dit, cette scène-là est filmée. En fiction, on ne se pose pas la question, on ne se dit pas, c'est filmé. On regarde le film, on regarde le récit, il y a une histoire. Un interrogatoire, c'est une histoire qu'on voit dans le film, quoi. Puis on suit l'histoire. En documentaire, on ne regarde pas juste l'histoire, on dit, cette scène-là est filmée. Donc le documentaire est toujours très proche de la performance. À partir du moment où on se pose la question de la présence de la caméra, où le public est très emmerdé, par exemple, moi je me déshabille devant la caméra, tout ça, pourquoi est-ce que le public est emmerdé? Parce que c'est filmé, c'est vraiment filmé. Et puis le chef-op, il se dit, est-ce que je dois me rapprocher ou pas? Est-ce que je dois m'éloigner? Est-ce que je dois montrer les jambes ou pas? Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on se pose parce que c'est un documentaire, quoi. C'est toute la force du documentaire. En documentaire, il y a un personnage qu'on ne voit pas. C'est celui c'est la caméra. La caméra, on ne la voit pas, mais on la suppose. On suppose qu'elle est là, la caméra. Et donc c'est ça qui est toute la particularité, c'est que le public voit un film en supposant quelqu'un qu'il ne voit pas, quelque part, qui est la caméra. J'essaie de faire comme Stéphane, c'est-à-dire être théoricien. Bon. Et voilà, donc pour dire que, en ce sens-là, je dirais que le genre de ce film est un documentaire. On sait que Zahar est là en train de jouer un rôle, on le sait, donc on reste encore dans le documentaire. Et puis moi, je dirais que les films ne sont pas des films iraniens du tout, parce que je me pose des questions, par exemple, du rapport à l'autre.
du rapport à l'autre, de celui qui a le pouvoir dans mes films précédents. C'est pas souvent ces questions-là que soulève le cinéma iranien. J'ai l'impression, c'est-à-dire le cinéma iranien est un cinéma qui pose la question déjà de notre société à nous, qui souffre, qui a besoin de s'exprimer, où les gens ils ont besoin de s'exprimer. Moi, je me pose des questions beaucoup plus psychologiques, beaucoup plus sur le pouvoir qu'il y a à l'intérieur de moi. Je me demande comment est-ce que je peux aller à la rencontre de l'autre. Voilà, tout ça, c'est des questions que j'ai... En fait, c'est des sujets que j'ai élaborés parce que j'ai grandi dans la société française. Je ne connais pas si bien que ça le cinéma iranien, au bout du compte. Le point commun, c'est que les films qui parlent du pouvoir en Iran parlent du pouvoir par le biais du cinéma. Et là, je pense à Salam Cinéma de Mohsen Mahmal. Oui, c'est vrai. Et là, évidemment, c'est une mise en abîme, mais on peut penser aussi à Devoir du soir de Kiarostami, parce que là, il y a vraiment l'interrogateur face aux enfants. Donc, il y a des résonances avec le cinéma iranien, mais plutôt sur le côté auto-réflexif, des réflexions sur le pouvoir du cinéma. Marrant, moi, je voulais te poser une... Le lien que tu fais, qui est toujours fait de manière incroyable, improbable, grâce à tes dispositifs si singuliers, entre sincérité et politique. Or, ce sont deux champs qui sont presque étanches désormais. Et voilà, je souhaitais que tu nous parles de ça. Oh putain. Tu as 2 minutes en plus. Mais vas-y, hein. C'était ça ou 2 heures. Hein. Le lien entre la sincérité et la politique. J'ai la question en tête. Et puis elle va arriver à mon cerveau. Et puis je vais, après une question... On se rappelle. Non, mais je vais revenir dessus. Je vais le trouver. Je vais trouver une réponse. Oui, madame, pour la dernière. J'ai qu'un œil, je ne savais pas si c'était vraiment madame. C'était un peu trop. Non, c'est un monsieur. Merci, mademoiselle, de m'avoir transmis le micro. Par rapport à la question de la naïveté et du politique, je crois qu'on se connaît un peu, Merhan, et on le voit toutes les semaines ensemble, quand tu as ce positionnement qui est d'un aller vers et radicalement vers l'autre, quelle que soit la distance qui le sépare de nous et de notre commune normalité, entre guillemets. Il y a du coup un vrai engagement, et c'est pas très étonnant que tu procèdes de la sorte ici. Encore merci pour ce très beau film et cette preuve d'engagement à tous les deux et à tous les autres protagonistes du film d'ailleurs. Et naïveté et provocation au sens de c'est ce qui permet à la parole d'advenir en fait. Et du coup, quand cette parole elle vient, notamment dans ce rapport dominant-dominé, bourreau-victime, interrogateur interrogé, pour reprendre les propos de Madame tout à l'heure, il y a évidemment quelque chose des rapports de pouvoir et quelque chose de, comment dirais-je, la manière dont finalement on peut faire avec ses propres mouvements internes dans ce type de situation. Ou pour dire les choses autrement, entre l'un qui est pris dans des mouvements un peu masochistes pour exagérer un peu le trait, et l'autre dans l'émergence de pulsions sadiques, comment on peut faire pendant le moment où ça se déroule, et peut-être que vous êtes débordé en partie seulement par ce qui vous arrive, et comme on disait tout à l'heure, on est supposé qu'on soit à peu près moyennement névrosé. Comment on fait ensuite avec le sentiment de culpabilité des uns et des autres, d'ailleurs on vous voit après, et finalement tout ça est aussi très politique, hein. C'est vraiment intimement mêlé, et comment finalement après vous avez pu faire, comment vous en avez parlé ensemble ou pas, et comment vous faites avec ça aujourd'hui. Très bonne question. Vas-y, à toi. C'est vrai que Zal, elle se demandait, moi aussi, hein, on se demandait si on allait pouvoir à nouveau se parler, quoi. Après le film, on s'est posé, moi, pour ce que je lui avais infligé, parce que du coup, même si c'est elle qui me torture, c'est moi le tortionnaire. Et toi, c'est pareil, pour les mêmes raisons. Tu disais, mais jamais il va pouvoir à nouveau m'adresser la parole. Peut-être qu'il y a eu un moment où
Moi, de toute façon, j'assume ce que je fais. J'assume cette collaboration. Mais je pense que ça m'a pris du temps. Mehran, il n'est même pas au courant, mais Mehran, pour moi, c'était pas le même Mehran le lendemain de fin de ce tournage. J'avais pas envie de le voir. Après, Mehran, il s'arrêtait pas à me dire que tu me dis la réalité, j'espère que je t'ai pas vraiment. Il était inquiet, c'était chouette, mais c'était beau. Mais ça change rien dans ma vie. En tout cas, c'était un moment dur ce tournage. J'ai plus envie de voir ce film parce que j'ai vu. C'est pas parce que Mehran m'a blessé ou m'a fait subir cette expérience. Je suis contente d'avoir cette expérience dans ma vie. Mais c'est justement parce que j'ai vu un côté de moi que je m'y attendais pas, je crois. Voilà. Ça m'a pris du temps. Et juste après le tournage, il y a un moment où tu t'es dit, il ne faut pas que ce film existe. J'ai trop donné, je ne veux pas qu'on voit ça. Moi ouais. Non. Ouais. Moi, je savais qu'on a au montage. Ce qu'on vit au tournage, on sait que c'est très fort. C'était très très fort ce qu'on avait vécu au tournage. Et au montage, tu vois que tu n'arrives pas à le raconter. Il arrive plein de fois. Les gens ils disent non mais là il n'y a pas de film, mais toi tu sais ce que tu as vécu. Tu sais ce que tu as vécu est très puissant. Sauf que tu n'arrives pas à trouver la voix pour la raconter. Donc ça c'était assez long. Ouais. Et après sur la naïveté, moi c'est vrai que alors est-ce que c'est de la naïveté? Voici, c'est peut-être que c'est de la naïveté, mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il faut. J'ai l'impression que l'autre, au bout du compte, c'est un fantasme. L'autre tel qu'on l'imagine, c'est un fantasme. Moi, j'ai toujours fantasmé avant de les rencontrer sur les Bassidji. Je les ai rencontrés de près, je les ai touchés. Je leur ai dit que j'étais athée. J'ai vu qu'ils ne m'ont pas égorgé. Du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin, de leur dire encore plus. J'ai vu que c'était possible. Et donc, à chaque fois, j'étais surpris de voir que finalement, l'autre, quand on rentre en lien avec l'autre, il est quelque part plus complexe ou plus différent de ce qu'on imagine et que j'avais fantasmé beaucoup. De la même manière que eux, ils fantasment sur nous et sur moi. Et donc, eux, ils se retrouvent face à eux. Ah non, c'est pas de cela que je parlais, moi, quand je disais, par exemple, qu'il fallait les arrêter ou voilà, donc donc, à chaque fois, c'est ma question et celle-ci. Et au bout de compte, j'y vais toujours avec cette espèce de naïveté de dire que l'autre, il va m'entendre parce qu'il va voir que je suis sincère. Donc, plus je suis sincère, plus j'ai l'impression que je sauve ma peau aussi, quoi. Hein. Pour revenir sur ta question, Emmanuel. S'il vous plaît, moi je voudrais demander à Hazard, est-ce que le fait d'avoir vécu cette expérience inouïe, est-ce que ça a fait bouger votre regard sur les personnes qui vous ont fait subir ce que vous avez vécu? Est-ce que ça a fait bouger sur son regard sur les personnes qui l'ont fait souffrir? Oui, ce que j'ai dit, je pensais avant qu'on ne peut pas faire un dialogue, mais là, je pense que c'est très difficile. Chaque fois, je réponds à cette question, après, je change d'avis. En fait, c'est complexe. Je pense que tout le monde connaît l'histoire des interrogateurs et leur, comment on dit, leur sujet. Et que c'est très complexe. J'ai lu pas mal d'histoires, j'ai entendu pas mal d'histoires, et je pense qu'on a une influence l'un sur l'autre, et qui doit rendre cette relation hyper complexe. Et ça change tout le temps. Et moi, j'étais interrogée pendant presque un an. Et tous les jours. 6 mois, tous les jours, et puis pendant 6 mois, une fois par semaine, c'était les mêmes gens. Et après, j'ai commencé à faire sympathie avec un. Mais en fait, c'était un jour aussi, et après, je pense qu'il y avait quand même un qui avait cette empathie avec moi aussi. Mais j'ai pris des années pour pouvoir les regarder un peu sans filtre, et les juger, et les comprendre,
Et j'essaie toujours, parce que peut-être je suis actrice, parce que j'écris des histoires, parce que j'essaie de comprendre les personnages. Peut-être que j'arrive quand même, après, en prenant cette distance, de les comprendre. Mais c'est vrai que cette expérience, et après 1 an, 2 ans, de revenir dessus, participer dans les débats, c'est très, très important pour moi d'être dans les débats de ce film, parce que je pense que chaque fois, j'apprends des choses. Chaque fois, j'ai une nouvelle réflexion aussi moi-même par rapport à ce film, et ce que j'ai vécu. Et l'idée de Méran pour faire ce film. Donc là, je peux dire que oui, je pense que ça a changé mon regard. Ouais, je pense que parfois, je me dis que peut-être ces gens-là aussi, ils ont subi déjà quelque chose tellement fort, tant fort, aussi fort, c'est ça qu'il n'y a pas de limite, et après que chaque personnage a ses limites, ses sensibilités. Les gens, moi je pense qu'on peut changer les gens, et les gens peuvent quand même vivre des choses qui les font changer. C'est par l'expérience qu'on change. Ce film-là, c'est un peu la possibilité de un peu une expérience aussi. Ce que je me disais pas avant ce film. Dernière intervention. Oui. Manuela Fraisi. Oui, c'est pour vous inviter à venir assister à la table ronde qui aura lieu au cinéma du réel le premier samedi, je ne sais plus la date, donc c'est fin mars, je crois que c'est le 23 mars à 11h. Cette table ronde a pour sujet filmer l'adversaire, en se disant que l'adversaire, c'est pas l'ennemi. Et Méran participe à ce débat, ainsi que Avi Mograbi, Laurent Sibien, qui filme son pote de droite, et Guy Gilbert et Carmen Castillo pour La Flaca Alessandra, qui raconte la sortie après 20 ans au Chili d'une personne qui était d'extrême gauche et qui avait été retournée par la police politique de Pinochet, et qui a servi pendant 20 ans la police politique de Pinochet, et qui finalement, au bout de 20 ans, présente ses excuses et rencontre retrouve Carmen Castillo, dont elle a assassiné le mari et l'enfant. Donc on va parler de tout ça, parce qu'on pense que filmer l'ennemi, c'est pas filmer l'adversaire. Et ce que dit Méran est vraiment au cœur de ce débat, qui est qu'avec l'adversaire, on peut encore parler, et l'ennemi, on peut plus. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Bonne nuit. On refera un débat sur le deuxième. Comme il sort un peu au moment de Cannes, peut-être on fera une avant-première ou un débat avec celui qui reste d'entre nous. Et aussi dire qu'on est en partenariat avec Documentaire sur grand écran sur cette projection. Absolument. De le dire. Merci. Merci. Super.